AEA, aérodrome numéro 3, John Bugg. Il s'écoula très peu de temps après les premiers vols des frères Wright avant que de nombreux candidats aviateurs et ingénieurs ne réussissent à voler. Aux États-Unis, de nombreux procès furent engagés car les frères Wright tentèrent de protéger leur réalisation, tandis que d'autres créateurs essayaient de construire des machines volantes viables selon leur propre conception. Aux États-Unis, une organisation importante, malgré sa brève existence, l'AEA, Aerial Experiment Association, contribua à propager la pensée aéronautique. Ce groupement réunissait des personnalités éminentes comme le docteur Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, et Glynn Curtis, qui peut revendiquer l'honneur d'avoir créé la première firme américaine de construction aéronautique, la Curtis Aeroplane Company. L'AEA conçut, construisit et fit voler plusieurs aéroplanes prometteurs au cours de l'année 1908. L'un d'entre eux, l'aérodrome numéro 2, White Wing, possédait des gouvernes mobiles sur ses ailes. Un important progrès par rapport au gauchissement déjà dépassé employé par les frères Wright. Il fut suivi par aérodrome numéro 3, surnommé John Bugg, qui fit son premier vol en juin 1908. Cette machine primitive, mais efficace, avait été développée par Glynn Curtis. Le 4 juillet 1908, Curtis remporta le trophée du Scientific American aux commandes du John Bugg pour le premier vol excédant 1 km en ligne droite réalisé aux États-Unis. Cette performance plaça aussitôt les États-Unis à égalité avec les réussites des pionniers français qui, de leur côté, repoussaient déjà les limites de l'aéroplane motorisé et piloté. Avro type F.
En ces années d'apprentissage qui suivirent les premiers vols contrôlés des frères Wright, les progrès les plus importants se produisirent principalement dans deux pays, la France et les États-Unis. Dans d'autres pays qui, par la suite, établirent leur propre tradition aéronautique, comme la Grande-Bretagne, les progrès furent relativement lents. En Angleterre, A.V. Ray fut l'un des plus intrépides pionniers de ce pays et sa firme, Avro, allait devenir l'une des entreprises les plus importantes de l'industrie aéronautique mondiale. À partir de 1906, le quotidien britannique The Daily Mail commença à soutenir les activités liées à l'aviation en offrant des prix spécifiques en fonction de performances précisément définies. Le premier de ces concours, organisé à Londres pour des maquettes d'appareils, fut remporté par Roe avec un modèle d'aéroplane à moteur caoutchouc. Ainsi encouragé, Roe commença la construction d'un appareil pilotable. Il progressa de projet en projet, de biplan en triplan, qui firent plus ou moins réussi. Il fut probablement le premier Britannique qui pilota avec succès un appareil de conception et de construction purement britannique, en l'occurrence son triplan, en juillet 1909. En 1912, la société Avro, Roy & Co., était déjà bien établie et elle réalisa une première, significative en produisant le premier avion du monde doté d'un fuselage et d'un poste de pilotage fermé. Jusque-là, sur tous les avions ayant fait preuve de certaines qualités de vol, le ou les occupants étaient exposés en plein air. L'Avro type F offrait un fuselage entièrement fermé, construit en bois, recouvert de toile, avec des fenêtres de celluloïd et une trappe en métal sur le toit. Il fit son premier vol le 1er mai 1912, mais ne fut construit qu'en un seul exemplaire. Considéré à juste titre comme le premier monoplan à cabine fermée du monde, le type F fut suivi en 1912 par l'Avro type G, biplace, qui fut aussi le premier biplan à cabine fermée. Pourtant, cette conception du fuselage, très en avance sur son temps, mit très longtemps à s'imposer. Aéro A-10. À la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs nouveaux États furent créés en Europe centrale et orientale à partir des anciens empires. Quelques-uns de ces nouveaux pays fondèrent très tôt leur propre firme industrielle aéronautique, démontrant ainsi l'importance désormais attachée à l'aviation sous toutes ses formes. En Tchécoslovaquie, plusieurs entreprises virent le jour dès les premières années de son existence, profitant d'un certain héritage industriel et technique existant sur le territoire. Avec le retour de la paix, le besoin de nouveaux appareils de transport entretenus par le défrichage de nouvelles routes aériennes pour le courrier et les passagers déboucha sur la création dans plusieurs pays d'une série de tout nouveaux types d'avions de transport civil. En Tchécoslovaquie, la jeune société Aero créa l'Aero A-10. Il s'agissait d'un des premiers appareils de transport civil pour passagers spécifiquement étudiés pour ce nouveau marché né après la guerre.
il se distinguait nettement des bombardiers transformés hâtivement pour être mis en ligne par ces nouvelles entreprises de transport qui fleurissaient dans toute l'Europe. Comme de nombreux avions de son époque, l'Aéro A10 avait un poste de pilotage ouvert qui pouvait, si nécessaire, accueillir un second membre d'équipage et une cabine fermée dans le fuselage pour les passagers et leurs bagages. Le prototype vola en 1922 et le type fut exploité jusqu'en 1924-1925. Il n'en fut produit qu'un petit nombre, car les petites compagnies qui s'étaient créées rapidement à cette époque n'avaient pas assez de capital pour investir dans des avions neufs. Ilson Praga. La très active industrie aéronautique tchécoslovaque a produit entre les deux guerres de nombreux types d'avions intéressants allant des appareils militaires de toutes sortes aux avions légers à vocation sportive ou touristique, alors en plein développement. Au milieu des années 30, la société tchèque Praga développa un petit avion biplace appelé E-114 Air Baby, qui fut produit en 1934-1935. L'Air Baby attira des acheteurs de toute l'Europe. En Angleterre, la firme de Manchester F. Hills & Son, Ltd, réussit à acquérir une licence de fabrication et l'Air Baby fut produit à Manchester sous le nom de Ilson Praga. Propulsé par un moteur Praga, fabriqué aussi sous licence ou d'autres groupes optionnels, au moins 35 Praga furent fabriqués par Ilson. Le premier sortit en 1936 au prix de 385 livres. L'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne mit fin à la production des Air Baby. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'avion fut remis en production dans la nouvelle Tchécoslovaquie. Remotorisé, alors avec un moteur Walter Micron 3 tchécoslovaque, l'Air Baby, produit à 9 exemplaires, fut redésigné E-114M. Avia B-534. Un des appareils les plus importants de l'industrie aéronautique tchécoslovaque entre les deux guerres, l'Avia B-534 fut sans doute le meilleur avion de chasse produit en Europe centrale et orientale à cette époque. Il résultait d'un processus de développement qui avait donné lieu à plusieurs projets de chasseurs proposés par la société Avia aux forces armées tchécoslovaques. Le premier prototype vola en mai 1933 et les premières livraisons aux unités aériennes tchèques commencèrent en 1935. Initialement, le B-534 offrait un cockpit ouvert et les 3 premières séries du type conservèrent cette configuration. Le 4e type de production bénéficia d'une verrière et des carénages de train équipèrent les derniers appareils de la série. Le premier type se distinguait par ses 2 mitrailleuses de voilure, mais tous les types de production ultérieures furent équipés de 4 mitrailleuses installées sur les flancs du fuselage. Le type BK-534 n'avait que 2 mitrailleuses latérales, mais un moteur canon dont l'arme tirait à travers le moyeu de l'hélice.
Les numéros de série indiquent une production d'environ 445 B534, sans qu'on ait la certitude qu'ils aient été réellement assemblés. Le B534 offrit de bonnes performances lors des évaluations effectuées en temps de paix. Au meeting international de Zurich en 1937, il se classa meilleur biplan du concours en étant légèrement plus lent que le chasseur monoplan Messerschmitt BF 109. Malheureusement, le B534 n'eut pas l'occasion de montrer ses capacités au combat en raison de la honteuse politique d'apaisement pratiquée par les gouvernements anglais et français qui livrèrent la Tchécoslovaquie à l'Allemagne nazie lors de la conférence de Munich de 1938. Les B534 tchèques furent alors transférés par les Allemands à l'État slovaque, nouvellement créé, et à la Bulgarie. Quelques avions furent utilisés par la Luftwaffe pour la formation de ses pilotes. Une verrière en gouttes d'eau était adaptée sur les cockpits d'un certain nombre d'avions des premières séries. Les B534 slovaques et bulgares combattirent pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelques avions volèrent encore aux mains des insurgés slovaques en 1944. Blackburn Kangaroo. Laid et sans aucune élégance, le Blackburn Kangaroo britannique fut un avion de patrouille anti-sous-marine de la fin de la Première Guerre mondiale, qui réussit à entamer une nouvelle carrière comme appareil civil après la fin du conflit. Issu des Blackburn GP et SP, des hydravions torpilleurs et de bombardement, conçus en 1916, jamais lancés en production, la version terrestre Kangaroo fut développée sous la forme d'un bombardier pour le Royal Flying Corps. Le prototype vola pour la première fois en janvier 1918, où juste avant, et si une commande de 24 avions fut émise, il n'en fut produit que 16. La plupart de ces avions furent affectés au Squadron 246 qui réceptionna son premier appareil en avril 1918. Cette unité assura des patrouilles anti-sous-marines jusqu'à l'armistice avec ses Kangaroos en plus de ses hydravions Felixstowe et des Curtiss Large America. Un Kangaroo participa à la destruction d'un sous-marin allemand en août 1918. Doté de bonnes performances malgré sa dimension, le Kangaroo avait néanmoins un fuselage trop fin qui tendait à se déformer sous les contraintes du vol. Après la guerre, quelques Kangaroos furent transformés en avions de transport civil ou utilisés pour des voyages à la demande avec une cabine surélevée installée dans le fuselage pouvant accueillir 8 passagers avec un minimum de confort. En 1919-1920, quelques avions furent exploités par la North Sea Aerial Navigation Company. Sur une ligne internationale entre Leeds et Hounslow, en Angleterre, prolongée jusqu'à Amsterdam, aux Pays-Bas. Plusieurs Kangaroos civils furent utilisés équipés de double commande jusqu'en 1929 pour la RAF, pour la formation de ses équipages. Blériot 11.
Le nom le plus célèbre de la période des débuts de l'aviation est probablement celui de Louis Blériot. Ce Français, mondialement connu, eut une profonde influence sur le développement de l'aviation à la fois comme concepteur, pionnier du pilotage et constructeur. Aux côtés d'autres défricheurs comme Léon Levavasseur, il est à l'origine du succès final du monoplan à hélice tractrice avec l'ensemble motopropulseur à l'extrême avant, contrairement à la pratique de nombreux pionniers, dont les frères Wright eux-mêmes, qui plaçaient vers l'arrière le moteur et l'hélice ou les hélices. De ce point de vue, Blériot voyait loin et il consacra plusieurs années de travail au perfectionnement du monoplan à hélice tractrice. Après une brève collaboration avec les frères Voisin, il décida, non sans succès, de produire son propre appareil. Ses études le menèrent finalement au type Blériot 11, dévoilé dès 1908, qui vola effectivement au début de 1909. À une époque où l'aviation européenne tentait de rattraper son retard par rapport aux réussites des pionniers américains, le Blériot 11, qui volait de mieux en mieux, commença d'accumuler les performances pour le compte de l'Europe. Le 25 juillet 1909, Blériot atteignit la renommée universelle en réussissant la première traversée de la Manche en aéroplane. Son envol depuis une prairie proche de Calais jusqu'à Douvres réussit de justesse pour s'achever par un atterrissage dur. Mais Blériot fit les gros titres de la presse mondiale. Il remportait aussi le prix de 1000 livres sterling offert par le Daily Mail. L'énorme publicité et les éloges recueillis par cet exploit spectaculaire confortèrent la carrière de Blériot comme constructeur d'avions. Le Blériot 11 fit l'objet de nombreuses commandes et ce type, produit dans des versions diverses, fut universellement apprécié tant par les utilisateurs sportifs que par les militaires. Plusieurs pays européens achetèrent le Blériot 11 pour équiper leurs forces aériennes naissantes. L'avion servit en première ligne comme appareil d'observation, parfois sommairement armé. Et il est probable qu'il servit aussi comme avion de combat auprès des forces italiennes en 1911. Les Blériot 11 furent aussi des avions écoles et d'entraînement au pilotage. Des forces militaires déjà constituées, comme celles de la France et de la Grande-Bretagne, utilisèrent ce type d'avion au début de la guerre en août 1914. L'aviatique série B. Au début de la Grande Guerre, l'Allemagne, qui disposait de l'une des plus puissantes aviations militaires d'Europe, mettait en œuvre divers types d'appareils ainsi qu'une flotte importante de dirigeables, dont des Zeppelins. Parmi les avions mis en service par l'Allemagne durant les premières phases de la guerre figurent les élégants biplans biplaces de reconnaissance de la série Aviatique. La société Aviatique avait été fondée en 1910 et, en plus de ses activités en Allemagne, elle avait des liens avec une firme du principal allié de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. L'entreprise Österreichische Ungarische Flugzeugfabrik Aviatik
Au début de la guerre, les Allemands utilisaient déjà l'aviatique B1 de reconnaissance, dont une série fut produite par les branches allemandes et autrichiennes du groupe industriel. Sur certains des premiers modèles de série, l'observateur était installé en place avant et le pilote en place arrière, une disposition assez répandue à l'époque. À la fin de 1916, la plupart des exemplaires survivants, sinon tous, avaient été relégués à des tâches de formation et d'entraînement. C'est un aviatique B1, probablement de fabrication allemande, qui, selon la plupart des historiens, fut le premier avion abattu en combat aérien le 5 octobre 1914 sur le front français. Le Boeing modèle C. Boeing est depuis longtemps un des noms les plus célèbres de l'aviation américaine. Considéré comme l'un des plus importants constructeurs d'avions du monde, Boeing fut en fait un retardataire dans la production aéronautique par rapport à d'autres pionniers américains, comme les frères Wright ou Glenn Curtiss. William E. Boeing fonda l'ancêtre de l'énorme groupe actuel en 1916. Le nom de Boeing apparut en 1917 et produisit initialement de petits mais élégants hydravions à usage civil et militaire. Son premier avion fut le BNW pour Boeing et Westervelt, appelé aussi modèle 1 en 1916. Un des premiers contrats militaires obtenus par Boeing porta sur environ 50 exemplaires de l'hydravion d'entraînement biplan biplace Boeing modèle C pour l'US Navy. Livrés en 1918, ces appareils ne furent pas très appréciés en raison surtout de problèmes de moteur. Mais ils anticipaient les grandes séries ultérieures de Boeing. La désignation de CL4S a été utilisée pour des types spécifiques de la série C. On dit que Boeing aurait personnellement utilisé un dérivé du modèle C pendant une brève période. Breguet 19. Créateur du célèbre Breguet 14, massivement produit pendant la Première Guerre mondiale, la société française Breguet lui donna au début des années 20 un digne successeur appelé Breguet 19. Cet appareil allait connaître le même succès et les mêmes volumes de production en France comme dans d'autres pays, notamment l'Espagne, la Belgique et la Yougoslavie. Le nombre exact d'avions fabriqués est encore controversé, mais le Breguet 19 est un autre prétendant avec le Potez 25, au titre d'avion le plus produit dans l'entre-deux-guerres. Le prototype du Breguet 19 fit son premier vol en mars 1922 et le type fut mis en service dans l'aéronautique militaire en 1924 comme appareil de reconnaissance armé sous la désignation Breguet 19A2 et comme bombardier 19B2 en 1926. En service, le Breguet 19 se montra excellent et les commandes affluèrent en provenance d'Europe et d'Amérique du Sud. L'avion combattit lors de plusieurs conflits, notamment dans les deux camps de la guerre civile espagnole et la Yougoslavie, en aligné encore au début des hostilités contre l'Allemagne en 1941. Mais cet avion connut la gloire par ses exploits et ses vols records à très grande distance. L'appareil était robuste, car pourvu d'une structure métallique en grande partie entoilée,
et son rayon d'action, comme son endurance, pouvaient être encore augmentés par l'installation de réservoirs supplémentaires. Des avions à très grand rayon d'action furent construits en commençant par le Breguet 19 Grand Raid, qui évolua sous la forme du bidon, puis du super bidon, encore plus endurant. 2 exemplaires de ces derniers types furent construits, l'un en France et l'autre en Espagne, avec une envergure allongée et quelques modifications introduites en fonction des vols à grande distance. L'exemplaire français, un Breguet bidon, peint en rouge vif et baptisé point d'interrogation, réussit quelques vols spectaculaires. Premier avion à relier d'un seul coup d'aile Paris à New York en septembre 1930. Il était piloté par le pilote d'essai de Breguet, Dieudonné Coste, accompagné du navigateur Maurice Bellonte. Du 27 au 29 septembre 1929, ils établirent un record de distance en ligne droite, en volant de Paris jusqu'à Sitsikar en Mandchourie, où ils se posèrent en panne d'essence après un vol de 7905 km en 51 heures 36 minutes. Performance étonnante à cette époque qui ignorait les aides au pilotage et le ravitaillement en vol. Caproni CA5. La série des bombardiers lourds trimoteurs Caproni CA1, CA2 et CA3, aussi inélégants qu'efficaces, qui avait donc révélé ses qualités dans le domaine du bombardement stratégique, allait connaître de nouveaux développements sous la forme de 2 machines assez différentes. La première, fin 1917, fut la série CA40, CA4 pour les militaires. Il s'agissait d'un très grand triplan trimoteur équipé d'un lance-bombe placé entre les roues de l'énorme train d'atterrissage principal. Si l'architecture de ces machines était fondamentalement identique à celle des types CA3, le CA4 fut probablement l'un des avions les plus laids engagés dans les combats de la Première Guerre mondiale. Affichant une envergure de près de 30 mètres, c'était à l'époque un énorme appareil. Au moins 20 exemplaires de série furent construits selon des versions très légèrement différentes, certains d'entre eux servant au sein des forces italiennes, tandis que 6 avions étaient utilisés par le Royal Naval Air Service en janvier 1918. On pense que les avions britanniques ne furent pas engagés au combat. Une version civile du CA4 fut essayée après la guerre, ainsi qu'une variante hydravion. Mais la série des CA5 fut plus importante du point de vue historique. Il s'agissait d'un développement de 2e génération du CA3, dont il conservait la configuration trimoteur, mais pour un avion plus grand, plus puissant et bénéficiant d'un certain nombre d'améliorations. Le premier exemplaire vola en 1917 et une production massive fut lancée de l'ordre de 300 exemplaires pendant et après la guerre. Plusieurs modèles dérivés furent développés, dont les CA45 et CA46, et un type CA5 fut construit sous licence en France. Une production limitée fut lancée aux États-Unis, où il avait été prévu que la carrosserie Fisher et Standard en produirait de grandes quantités. Mais la fin de la guerre mit un terme au programme. Néanmoins, le type fut utilisé avec efficacité
par les unités italiennes et françaises sous la forme ultime de cette curieuse formule de trimoteur propre à Caproni. Étonnamment, quelques unités semblent avoir préféré le CA3 au CA5 et après la guerre, le CA3 survécut à certains types CA5. Il en exista aussi une version hydravion à flotteur construite par Piaggio. De Havilland DH91 Albatros. Le magnifique De Havilland DH91 Albatros, qui fit son premier vol le 20 mai 1937, était le résultat de nombreuses années de recherche dans le domaine du profilage des avions et concrétisait les progrès accomplis dans la création de ces formes aérodynamiquement efficaces. Les deux premiers Albatros construits furent des longs courriers d'un rayon d'action suffisant pour traverser l'Atlantique. Ils résultèrent d'une fiche programme de l'Air Ministry datant de 1936. Les études furent menées par une partie de l'équipe responsable de la conception du spectaculaire DH-88 Comète de course. L'Albatros, majoritairement construit en bois, possédait une sorte de revêtement travaillant et ses moteurs étaient constitués de 4 ensembles de 2 moteurs de De Havilland Gypsy jumelés. 5 Albatros pour 22 passagers furent commandés par Imperial Airways. Ces avions furent livrés à partir d'octobre 1938, utilisés au début pour des vols d'essai et d'évaluation. Le premier entra en service en novembre. Après ces vols d'évaluation, un service régulier fut assuré notamment sur la ligne traditionnelle de Londres-Croydon à Paris-Le Bourget. Les 2 premiers Albatros, à grand rayon d'action, furent aussi mis en service. En décembre 1938, 2 appareils d'Imperial Airways transportèrent du courrier de Londres en Égypte. Globalement efficace, la flotte des Albatros rencontra cependant des ennuis dans des problèmes de commande électrique de rentrée du train. Aucune commande supplémentaire ne fut enregistrée avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui mit un terme aux ventes sur le marché civil. La flotte d'Imperial Airways fut déplacée de Croydon à Whitechurch, près de Bristol, après le début de la guerre. À l'époque, de nouvelles lignes avec escale avaient été inaugurées, dont une jusqu'à Karachi. D'autres lignes relièrent l'Irlande et le Portugal, avec correspondance avec les services assurés par les hydravions transatlantiques. La célèbre compagnie Imperial Airways venait de se transformer en BOAC pour devenir la compagnie nationale britannique. Les 2 Albatros à grand rayon d'action furent exploités par les militaires sur l'Islande où ils furent détruits. Les appareils restants furent détruits en 1943. Douglas DT. La toute jeune firme de Donald Douglas connut au moment de sa création 2 moments heureux. Son nom sera jamais associé au premier tour du monde aérien effectué par les Douglas World Cruiser de l'US Army Air Service. Quoi qu'il en soit, Douglas avait bien débuté avec son premier projet d'avion militaire qui devait devenir l'avion torpilleur standard de la marine américaine. Il s'agissait du type DT, qui fut à la base de la version World Cruiser. Douglas avait fondé sa société en juillet 1921,
qui devint, au fil des années, l'un des plus importants constructeurs du monde, jusqu'à sa fusion avec Boeing dans les années 90. Au moment de la fondation de la firme, le projet du DT était déjà sur les planches à dessin. Douglas ayant obtenu un contrat portant sur 3 appareils au début de 1921. Ces avions, qui furent désignés DT-1, Douglas Torpedo Bomber Lancement Torpille, bénéficiaient déjà de l'expérience acquise avec le Davis Douglas Cloudster, étude à laquelle Douglas avait participé. Le DT-1 apparut comme un grand et robuste biplan monoplace propulsé par un moteur Liberty de 400 chevaux. Le premier appareil vola en novembre 1921, mais la marine se décida pour une formule biplace. Si bien que les 2 autres appareils, DT-1 en chantier, devinrent des DT-2. Les essais conduits pendant la première moitié de l'année 1922 démontrèrent la supériorité du DT-2 sur ses concurrents et Douglas reçut une commande de 38 exemplaires du DT-2. La Naval Aircraft Factory en construisit 6 de plus et LWF Engineering 20 autres. Mis en service en 1922-1923, ils représentèrent l'hydravion torpilleur standard de la marine américaine jusqu'en 1926. En réalité, ils pouvaient être utilisés comme des hydravions à flotteur ou bien comme des avions terrestres une fois équipés d'un train de roues. Vers la fin de la production, un certain nombre de DT furent transformés, souvent par changement de leur motorisation. Un type dérivé, le SDW-1, résulta d'une transformation du Dayton Wright de 3 DT-2 fabriqués par la LWF, qui en fit des hydravions de patrouille lointaine et armés avec un fuselage redessiné, une modification des postes d'équipage et une capacité en carburant supérieure.